Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rubrique que nous commençons. Cette rubrique qui parle du témoignage chrétien, du véritable témoignage chrétien. La Bible déclare qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. De quel témoignage s'agit-il? Il s'agit certainement du véritable témoignage. Il y a plusieurs personnes qui parlent de leur témoignage, qui disent « Un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Un jour, ma vie a changé. Un jour, je suis parvenu à être une personne nouvelle. » Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce jour-là et après ce jour-là? Dans le véritable témoignage chrétien, il y a la vie d'avant, il y a la vie du pendant et il y a la vie d'après ce témoignage. Aujourd'hui, nous ouvrons cette rubrique et je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de quelqu'un qui a bien voulu partager son témoignage chrétien, son véritable témoignage chrétien. Il est avec moi et aujourd'hui, nous ouvrons cette rubrique ensemble. Mesdames et messieurs, je vous invite à saluer Monsieur Aurélien Mestri. Bonjour Aurélien. Bonjour, Comment tu vas? ça va, je vais très bien et toi? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de te rencontrer, ça fait plaisir de t'inviter aujourd'hui. C'est une première. Les gens vont découvrir une personne, les gens vont certainement découvrir quelqu'un qu'ils n'avaient pas l'habitude de découvrir. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau. D'accord, Et nous sommes aujourd'hui dans cette rubrique, nous voulons parler du véritable témoignage chrétien. d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, on ne peut pas commencer à parler du véritable témoignage chrétien sans toutefois te connaître. Évidemment, Mais qui est Aurélien? d'accord, Est-ce que tu peux juste te présenter, d'accord. donner tes origines? Donc, je vais me présenter brièvement. Oui. Donc, je m'appelle Aurélien, aujourd'hui j'ai 27 ans. Mhm. Donc, actuellement, je suis en développement informatique. Je me forme dans une école qui s'appelle Alberton School. Donc, je suis en train un peu de m'intéresser au développement web. Ok. Je suis né en France, j'ai grandi en France et je suis d'origine mauricienne. Donc mes deux parents sont nés à l'île Maurice, Ok. mais moi je suis né en France. Ah ouais. Bah, c'est très bien ça. C'est très bien d'avoir quelqu'un, on va dire un Français, qui vient rendre témoignage. C'est vrai, on entend. On voit plusieurs qui en parlent sur les réseaux, qui en parlent un peu de partout. Mais c'est très bien d'avoir quelqu'un qui, aujourd'hui, en face de nous, qui veut nous parler du témoignage et du véritable témoignage chrétien. Donc, moi, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui, Aurélien. Et voici, nous parlons du véritable témoignage chrétien. Mhm. Et te concernant, nous voulons savoir exactement qu'est-ce qu'il en est D'accord. aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle du véritable témoignage chrétien? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc pour parler de ça, je pense que je vais commencer par parler de ma vie d'avant. Ok. Parce que je pense que si je commence à déjà raconter ma vie d'aujourd'hui, Mhm. il faut donc quand même que je puisse partager ce qui s'est passé avant que je C'est ça. rencontre le Seigneur Jésus. Totalement. Totalement. Donc, dans ma vie à moi, mes deux parents vivaient ensemble. Donc, mon père vivait avec ma mère et tout se passait bien. J'ai toujours eu une enfance heureuse. J'étais un garçon qui avait beaucoup de cadeaux. J'avais toujours des cadeaux à Noël, toujours des cadeaux. Quand je demandais les choses à mes parents, on me donnait. Et j'étais un garçon qui allait à l'église adventiste avec mon père. Chaque samedi, on allait à l'église adventiste. Mais le problème, c'est que dans la relation entre mes parents, il y avait un conflit entre mon père et ma mère. Mm. Et mon père a commencé à ne pas aimer ma mère. Ce que je me souviens, c'est que quand j'étais à la maternelle, je me baladais avec mon père et on chantait des musiques où j'insultais le nom de ma mère dans ces chansons-là. Ah ouais, à ce point. Oui, ça veut dire que très jeune, j'ai commencé à développer une colère contre ma mère. J'ai commencé à détester ma mère au fond de mon cœur. Et quand on me disait ma mère, là, moi, j'étais tendance à l'insulter, à la rabaisser. J'étais quelqu'un qui avait un enfant, donc j'étais un enfant qui avait développé comme une colère tangible contre ma mère. Quelque chose qui venait vraiment de l'intérieur. Pourtant, j'allais à l'église adventiste chaque samedi avec mon père. Attends. Si je comprends bien, tu allais à l'église Adventiste, Adventiste. exactement, oui.
Et malgré que tu allais à l'église, tu avais ce type d'attitude Avec ma mère, exactement. avec ta mère. Ta génitrice, on parle bien de la personne qui t'a mise au Celle monde. qui m'a mis au monde. Donc, c'est ma mère Ok. maternelle. Je ne suis pas un enfant adopté. Non, c'est quand mes parents se sont séparés, je suis resté avec mon père. En restant, en grandissant, j'ai commencé à développer cette haine-là qui était comme profonde. Au point où même quand j'allais lui rendre visite, j'allais la frapper. Et j'allais raconter des mensonges sur elle. Attends. Et, on parle de quelle période de ta vie là? Là, on est en train de parler de la période où j'étais encore un enfant. Donc, c'est vraiment la période où je n'avais pas encore été au collège. C'était ma période maternelle, école primaire. Maternelle, école primaire. Alors, est-ce qu'on peut peut-être recadrer ça dans une tranche de... Tu devrais avoir peut-être 7-10 ans, non? Ou un peu moins. À peu près, si on me parle des âges là, ça risque... Mais plus on disait, plus un enfant normal, quand tu prends ces premières années de l'école primaire, jusqu'à début collège. Début collège, c'est ça. Oui. Première année, deuxième année 4 ans, collège. 5 ans, jusqu'à 9 ans. Oui, Ouais. à peu Donc, dans près. cette Peut-être 30 7 ans, 7 ans, 10 ans. Vers Et les c'est à 7 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 12 ans à peu près. Et c'est à cet âge que tu disais que tu portais main à ta mère. C'est à Qu'est-ce qui cet créait âge. ça? Tu disais qu'il y avait quoi? Une haine. Oui, il y avait avais une colère qui était dans mon... Parce que il faut savoir que mes parents étaient en conflit. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait un conflit familial, tu vois, vous voyez. Donc, comme il y avait ce conflit-là, mon père détestait ma mère lui-même. D'accord. Mon père, lui, avait une colère contre elle. Ils se sont séparés. Donc, quand je suis resté avec mon père, cette colère-là grandit dans mon cœur. Et moi aussi, j'ai commencé à détester ma mère. D'accord. Quand j'allais voir ma mère, ça se passait mal. Pas parce que c'est elle, mais parce que moi, j'étais terriblement méchant avec elle. C'est ça. Je la frappais sans raison. Je l'insultais. Et j'allais raconter des mensonges sur elle à mon père. Donc, à partir de cette période-là, comme ça n'allait pas forcément, j'ai été conduit à écrire des lettres au juge contre ma mère pour plus que ma mère ait la garde de l'enfant. Parce que comme le juge des affaires familiales avait décidé que c'est ma mère qui aurait la garde. D'accord. À force de rester avec mon père, j'ai commencé à écrire des lettres au juge, en mentant sur ma mère évidemment, pour que mon père ait la garde définitive. Tu as écrit... Attends, je veux bien comprendre. Tu as commencé à écrire des lettres au juge. Oui, j'étais très jeune. Sur elle, en mentant sur elle. En fait, parce que tu avais plutôt pour préférence de rester avec papa. Parce que je voulais rester avec mon père. Et tu voulais plus rester avec elle. Je voulais plus Donc voir ma tu mère. as commencé à la dénigrer auprès de la justice. Exactement. D'accord. Et tout ça, c'est juste parce que tu avais développé cette haine contre elle, Exactement. cette rancœur contre elle. Exactement. Donc j'écrivais des lettres. Je racontais les histoires que ma mère faisait qui n'étaient pas vraies à mon père. Et je les écrivais sur les lettres pour envoyer au juge. Il y a eu plusieurs lettres comme ça. Évidemment, la justice n'a pas laissé ça comme ça. Ils m'ont donné des éducateurs, ils m'ont donné des psychologues. À l'école primaire, je sortais des fois les mercredis pour aller voir le psychologue et raconter encore les choses comme ça. J'avais plusieurs visites médicales comme ça. Et évidemment, le souci était encore entre mon père et ma mère. Et du coup, je me suis retrouvé comme au centre de ce conflit-là. Mais j'ai pris totalement parti pour mon père. Et c'est de là que la haine s'est développée contre ma mère. Pourtant, ma mère n'avait rien fait. Ma mère Mais tu m'étonnes, elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait. Ça veut dire que même quand j'allais à Noël, elle me donnait des cadeaux comme un enfant. Comme un enfant qu'elle aime. Elle m'achetait des vêtements de qualité. Ma mère avait l'habitude de m'acheter des vêtements Cyrus, des choses comme ça. Enfin, les vêtements Cyrus. Des vêtements comme Levi's. Excuse-moi. De bonnes marques, Camailleux, des choses comme ça. Ouais. Donc, ma mère... Quand j'étais avec elle, ce n'était pas une mère qui s'en fichait de moi, qui s'occupait pas, non. Quand j'étais avec elle, elle manifestait l'amour d'une mère. Quand je demandais quelque chose, même si ma mère se
peigner, aime m'acheter les choses. Que ce soit les cartes Pokémon qu'on donne aux enfants, des cartes Yu-Gi-Oh qu'on donne aux enfants, les jeux de console, etc. Quand je demandais quelque chose à ma mère, elle me le donnait. Et quand elle me donnait pas, je faisais les caprices, je râlais, je criais, etc. J'étais ce genre d'enfant qui était pourri gâté, à qui on a toujours donné des cadeaux, toujours donné des cadeaux, toujours donné des cadeaux. C'est ça. Mais j'allais à l'église adventiste avec mon père. Et je connaissais les histoires de l'Ancien Testament. Ok. Ah oui. Donc, tu avais même une connaissance, Oui. on va dire, plus ou moins des histoires Oui, bibliques. je connaissais les histoires bibliques. Oui. Quand on me parlait Samson, je pouvais te raconter l'histoire là. Quand on me disait David, je savais que David... Quand on me disait les histoires de la Bible, ça veut dire que même dans mon petit âge, je connaissais les histoires de l'Ancien Testament. Ok. Et j'étais quelqu'un qui allait régulièrement chaque samedi à l'église adventiste, qui regardait les films bibliques, qui regardait des cassettes bibliques avec mon père le soir. Mais le mal que je faisais derrière était grand. D'accord. Oui. Donc, Et comment ça se passe au fur et à mesure qu'on avance maintenant? Là, après, je veux dire, après ces nombreuses lettres à la justice et les visites chez le psy, tout ça. Après, la suite, c'était quoi? Donc, comment ça s'est passé? Après ces nombreux événements, je suis même passé à la télé pour raconter des choses comme ça. Non. Si, je suis même passé à la télé, on m'a filmé pour me dire que non, c'est mon père qui s'occupe de moi, ma mère ne fait rien, etc. Wow. Mais après tous ces événements, voilà qu'arrivent maintenant mes années de collège. Quand je suis arrivé en collège, j'étais déjà en cancre à l'école. J'étais déjà un cancre, ça veut dire qu'en primaire, ça n'allait pas au niveau de mes études. Au collège, c'était fini. J'arrive, j'ai collectionné les mots dans le carnet, les rapports disciplinaires. Ça veut dire que j'avais des rapports disciplinaires, une pile de rapports comme ça. Des carnets de correspondance remplis d'heures de colle, remplis de mots. J'étais quelqu'un qui ne travaillait pas à l'école. Ça veut dire qu'au collège, j'étais toujours vers les derniers de la classe. Et première année de collège, j'ai commencé à traîner avec des camarades. Avec les camarades, il y avait... j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire à partir peut-être de 13 ans, 14 ans par là. Mais dans les relations de camarades, c'est vrai qu'on aimait avoir des jeux violents. Donc, dans les jeux qu'on faisait, il y avait la violence. Moi qui frappais ma mère, j'étais déjà quelqu'un de violent. Mais tu m'étonnes. Dès le bas âge, dès la base, déjà, tu as commencé déjà à porter. Oui, je pense que ça s'explique. J'étais déjà quelqu'un de violent. Mais il y avait quand même cet attachement à Dieu. Ça veut dire que malgré que j'étais violent, quand on parlait mal de Dieu, je me mettais en colère contre les personnes. Et je ne supportais pas que quelqu'un parle mal de Dieu devant moi. Alors que moi-même, je faisais le mal aux personnes. Donc, quand je suis maintenant arrivé par ces années collège, je me souviens que dans les jeux qu'on faisait, on faisait les jeux des mains du mort. Ça veut dire que tu poses ta main comme ça, celui qui perd, il se fait frapper. Il y avait des jeux comme le petit pont massacreur. Et le petit pont massacreur. Oui. C'est quoi? En fait, c'est quand tu joues au foot, celui qui se prend un petit pont, on le frappe. Ok, d'accord, je vois. Et on pouvait jouer aussi à prendre des bâtons et on pouvait se frapper avec des bâtons juste pour rigoler. Donc c'était un peu ça. Mais donc j'ai commencé à grandir avec cette mentalité-là et je me suis fait renvoyer de mon premier collège. Pour de la violence. Déjà, on devait me renvoyer. J'ai déjà redoublé ma première année de 6e. Donc, la deuxième année, on m'a renvoyé pour des faits de violence. On m'a renvoyé du collège. Évidemment, mon père, sur ce côté-là, a toujours été correct. Ça veut dire que quand il y avait les conseils de discipline, quand il y avait le renvoi du collège, il venait et il se présentait. On a même voulu me renvoyer l'année d'avant. Mais quand mon collège ont voulu me renvoyer, ils ont fait une erreur. Alors que j'avais fait une faute grave. J'avais pris un garçon, je l'ai retourné, sa tête s'est fracassée contre le sol. J'avais fait une faute très grave. Mais, comme ils n'ont pas respecté une loi, un texte de loi. Dans les écoles publiques, normalement, pour te renvoyer un élève, il y a une échelle de sanctions, il y a un protocole à respecter. D'accord. Et dans le protocole, l'école n'avait pas forcément respecté ça.
Mon père a fait venir un avocat au conseil de discipline. On a annulé le conseil de discipline. J'ai été réintégré dans l'école. Un an après, je me suis fait envoyer encore pour la violence. Oh là là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être renvoyé de plusieurs collèges. J'arrive dans le 2e collège. J'étais même déjà, quand j'ai commencé à tomber dans l'immoralité sexuelle, j'étais quelqu'un de très immoral. Là, on parle de 13, 14, oui, 14 ans. 13 ans, 14 ans. Là, c'est 13 ans, 14 ans. Voilà. J'étais tombé dans l'immoralité sexuelle. J'avais différentes copines, je suis sorti avec les filles, etc. Et quand je suis arrivé maintenant dans mes autres collèges, parce que j'en ai fait plusieurs, le 2e collège que j'ai fait, je ne suis pas resté trop longtemps là-bas. Bon, il y avait des problèmes, etc. Je suis parti dans un autre collège à Guillaume Apollinaire. Et là-bas, ça a été pareil. J'ai commencé dans ce collège-là, ça veut dire que mon comportement à l'école était encore plus catastrophique que mon premier collège. Ça veut dire que là, vraiment, Des fois, j'étais assis comme ça en cours. La directrice vient me chercher dans la salle de cours. Elle me dit que tu sors. Je dis pourquoi? Je n'avais rien fait. Mais tellement j'étais un élément perturbateur. Ça veut dire que on en avait même marre de moi. Wow. J'étais dans la catégorie des élèves qu'il fallait virer à tout prix. Évidemment, ça n'a pas duré le collège là. Encore des disciplines, encore des exclusions, encore. On m'a encore renvoyé de ce collège. Et à partir de ce collège-là, j'ai commencé à enchaîner les collèges. J'en ai fait 5. J'ai fait 7 collèges. Et au moins 4 ou 5, j'ai été renvoyé par conseil de discipline. Dont un, on a failli me renvoyer. Je suis parti avant qu'on me renvoie. Parti avant qu'on te renvoie? Oui, ça veut dire que j'étais parti là-bas. On m'avait déjà commencé à me parler de conseils. On va te virer. J'ai dit que ok, je change de collège. C'est moi qui est parti cette fois. Donc il y a au moins 4 collèges. J'ai été renvoyé par conseil de discipline. Un, je suis parti avant qu'on me renvoie. Et 2 autres, et il y en a eu 2 autres aussi. Un que j'ai fui encore. Et un autre où, bon, là c'était la 3e, l'année se finissait. Ok. Quand on m'a dit d'aller au brevet, je ne suis jamais allé au brevet. Je ne me suis même pas présenté à l'examen. J'étais en échec scolaire total. Wow. Donc, durant toutes ces années de collège, j'avais commencé déjà à faire des vols. Je pouvais rentrer dans un tabac. Je demande le paquet de cigarettes. Prends le paquet de cigarettes, je pars en courant. Je pouvais même ramasser des mégots par terre. Je pouvais, quand il y avait les gens qui étaient positionnés sur les barres là, je pouvais passer, j'arrache le paquet de cigarettes, je pars en courant. Même dans la rue, des fois on se réunissait. Pour rien, on prenait quelqu'un et on le dépouillait. On prenait ce qu'il y avait sur lui et on partait. Donc il y a eu plusieurs faits comme ça. Et j'ai fait plusieurs gardes à vue comme ça. Wow. Et chaque garde à vue que j'avais fait, c'était 80% pour des faits de violence. Donc ça a été mes premières parties de collège. Ça a été les premières parties que j'étais au collège. Ça, c'était, on parle juste au collège. Là, c'était que le collège. Tout ça, c'était juste que le collège. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on dit collège en Europe, quand on dit collège en France, c'est avant le lycée. Avant le lycée, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e et 3e. Voilà, ça veut dire que c'était avant mes 16 ans. Avant les 16 ans. Voilà. Donc, avant les 16 ans, si je comprends bien, avant les 16 ans, déjà l'immoralité sexuelle. Avant les 16 ans, déjà. Comment on appelle la cigarette, déjà. La boisson, je veux dire, la brutalité. La brutalité. Les mauvaises fréquentations, toutes ces choses sont les choses dans lesquelles tu baignais déjà. Exactement. Les choses dans lesquelles le diable te conduisait. Exactement. À faire. Exactement. Mais tu vois, le plus troublant dans tout ça, c'est que je me plaisais dans cette vie-là. Quand je frappais quelqu'un, j'étais content de l'avoir frappé. J'allais me vanter auprès de mes camarades. Un jour, je suis parti au collège. Un garçon là, il m'a mal parlé. Je l'ai attrapé à la sortie du collège. Je l'ai frappé. Et j'ai gagné la bagarre. J'étais content d'avoir gagné la bagarre. Je me vantais auprès des camarades. Regardez, c'est moi le plus fort. C'est moi, je l'ai boxé. Et j'étais content. Quand je volais quelqu'un, j'avais réussi à voler. J'étais content de ce que je faisais. Je me réjouissais du mal que je faisais aux autres. Pour que les gens comprennent un peu. Parce que certainement, quelqu'un peut écouter et peut dire, je me réjouissais de faire, je me réjouissais, je faisais, je prenais plaisir. Peut-être que quelqu'un se dit, mais s'il se réjouissait.
Est-ce que c'était toi-même? Est-ce que tu avais l'impression que c'était toi-même qui faisais ou tu avais l'impression que tu étais poussé par une envie que tu ne maîtrisais pas? Ou comment est-ce que ça se manifestait pour toi? C'était dans mon être. C'était Aurélien dans- Mestri était comme ça. Ça veut dire que comme j'étais dans un collège, on faisait n'importe quoi en cours. Pour moi, être quelqu'un au collège, c'est faire n'importe quoi. C'est ça. Donc je faisais effectivement n'importe quoi. Plus je faisais de bêtises au collège, plus j'étais content. Je me vantais des rapports disciplinaires que j'avais, me vantais des mots dans le carnet que j'avais, me vantais des collèges que je me faisais renvoyer. Les gens que je frappais, je me vantais parce que j'aimais la violence. J'étais quelqu'un qui a grandi dans une mentalité où... Dans une atmosphère de violence. Oui, ça et veut ça a dire... automatiquement déteint sur toi. Voilà, ça veut dire que quand je gagnais quelqu'un avec la bagarre, j'étais content d'avoir gagné la personne. Ça m'amène à lancer un petit message. Je pense que je veux parler à la caméra. Aux parents. Chers parents, l'atmosphère que vous donnez dans votre maison, quand vous avez des enfants, peuvent avoir des répercussions sur la vie de vos enfants, sur du long terme. Aujourd'hui, nous avons Aurélien avec nous, qui est en train de parler. Et je pense que tu l'as dit tout à l'heure. L'atmosphère dans laquelle tu as grandi, cette atmosphère de guerre, d'incompréhension, de gangrène, de brutalité. Pour toi, pour un enfant qui grandit dans cette atmosphère, il se dit, ben, c'est la vie normale en fait. C'est la vie normale. Et voilà pourquoi, pour toi, ça devient une seconde nature. Pour toi, bagarrer devient une nature. Pour toi, faire du mal aux autres, en fait, c'est ça le normal. En fait, ça a commencé parce que c'est moi qui ai développé une haine envers ma mère. C'est ça. Ça veut dire que quoi, mon père a toujours été un père. Quand je lui demande quelque chose, il me l'offre. Mon père a toujours été... père. Ce n'était pas forcément un mauvais père. Mais le problème, c'est que mon père détestait ma mère. Et la haine que mon père avait envers ma mère, ça s'est détérioré sur moi. Toi. Et c'est cette haine-là que j'ai développée également contre ma mère. Ça. Et j'ai exagéré les péchés de mon père envers ma mère. Ça veut dire que mon père faisait ça envers ma mère. Moi, j'ai fait 4 fois pire. Mon père pouvait l'engueuler, l'insulter, craquer, crier. Moi, je la frappais même. Je pouvais l'insulter avec des insultes violentes. Ce n'était pas des petits gros mots. Non, c'était des vraies insultes que je disais envers ma mère. Donc, quand je suis arrivé au collège, la bagarre, ça veut dire que l'esprit de violence envers ma mère était déjà là. Donc, quand les autres étaient violents, quand les camarades avec qui je traînais, eux aussi étaient pas forcément gentils, il y avait aussi la violence. C'est ça. Donc, ça n'a fait que... Et avec tout ça, ça a comme créé une personnalité qui a fait que je suis devenu comme ça. Et au final, des fois quand je me battais, je n'ai pas toujours gagné. Des fois, on m'a frappé même. Mais le truc, c'est que c'est moi qui faisais du mal à quelqu'un, j'étais content du mal que je faisais. Et évidemment, il y en a des camarades avec qui je traînais, eux aussi m'ont fait du mal. On m'a aussi frappé, on m'a aussi humilié. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette violence-là, au bout d'un moment, c'était ça comme était normal. Tu frappes quelqu'un, tu pars avec la joie. Ne pars pas avec des regrets. Un jour, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Louise. Moi, je croyais qu'elle était amoureuse, qu'on voulait faire. J'étais déjà au collège. Elle était partie voir un camarade. Elle lui a dit que non, moi je sors avec lui parce que je veux avoir mon copain là. Quand j'ai entendu ça, je l'ai fracassé avec des coups de poing. C'était une fille. Mais quand j'ai fini de la tabasser, ça ne m'a pas dérangé. J'étais même content de ce que j'avais fait. Et je ne l'ai pas giflé. Je l'ai attrapé, je lui ai mis des coups de poing, des gifles. Oui. Et ça, c'était vraiment la partie au collège. Au collège uniquement. Oui, donc, évidemment, tous les vols, les trucs que j'avais fait, je le faisais. Et ça ne... Enfin, c'était normal. Traîner dehors, je passais des fois des nuits dehors. Je traînais dans les arrondissements là-bas, loin. Donc, je traînais dehors. Des fois, je rentrais pas pendant plusieurs jours. Et tout ça, c'est juste avant tes 16 ans. Oui. Et il faut aussi mettre l'accent, peut-être que j'ai oublié de le dire, mais pendant cette période, j'étais drogué et alcoolique.
Je buvais l'alcool, je fumais la drogue en quantité. Je n'étais pas un petit fumeur en 3e, on me voyait déjà comme quelqu'un qui fume beaucoup. Un jour, j'ai pris une bouteille d'alcool, les bouteilles d'Oasis de 2 litres là qu'on achète. Dans la bouteille là, et il y avait plusieurs alcools mélangés. Vodka, rhum, liqueur, patati, patata. Écoutez, j'ai pris la bouteille d'alcool. J'ai bu la bouteille d'alcool en cul sec, une bouteille de 2 litres. Quelques heures après, je suis tombé, les pompiers sont venus. Les pompiers ont dit que s'ils seraient devenus peut-être 1 heure plus tard, je serais mort. Wow. À cause de l'alcool. Wow. Et qu'est-ce qui avait fait que tu puisses ingurgiter tout cet J'ai alcool? tout bu. J'ai pris la bouteille, j'ai quoi tout bu cul sec. C'était quoi l'objectif? Est-ce que tu en avais marre de frapper les gens? Tu en avais marre de ta vie? Qu'est-ce qui fait que même moi, je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait mes copains autour. J'ai pris la bouteille, je dis que je vais boire cul sec, je vais prendre, je vais tout. Je vois. Je ne pense pas que c'était même la frime. Je pense que c'était juste le désir de boire l'alcool. Parce que je buvais l'alcool. J'aimais boire, j'aimais fumer. J'étais toujours comme ça. Donc quand les pompiers sont venus, ils ont dit que 2 heures après, j'aurais fini mort. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit que ok, j'arrête de boire, j'ai recommencé à boire. Ça, c'était les années collège. J'ai continué à boire après, continué à fumer. Cette leçon que j'avais eue à ce moment-là, ça ne m'a jamais délivré de l'alcool. Mais, donc, après tout ça, là, que tous ces événements se soient passés, maintenant, on rentre dans la vie du lycée. D'accord. Là, ça veut dire que tout ça, ça a été vraiment la partie collège. Ok. Avant qu'on arrive dans la partie collège, j'aimerais... lycée. La partie lycée. J'aimerais juste dire que vous savez qui c'est votre serviteur, le providentiel. Donc, si vous suivez cette vidéo, je vais vous encourager à vous abonner, à liker, à partager. Parce que je pense que dans tout ce parcours, vous allez découvrir, vous allez entendre des choses. Donc, vous ne voulez pas rater. Et nous sommes aujourd'hui dans un studio, si vous pouvez le constater. Donc, le studio d'Impact, c'est l'agence d'Impact basée à Lyon qui nous reçoit aujourd'hui. Et si vous voulez faire des podcasts, vous aurez les informations juste en bas de la vidéo. Vous voulez faire des podcasts, vous voulez enregistrer, vous pouvez venir dans ce studio, enregistrer. Et je pense que tout devrait normalement bien se passer. Nous sommes bien installés ici et tout se passe bien. Donc là, on revient. Aurélien. Et là, on quitte le collège, on arrive au lycée. On arrive au lycée. Et qu'est-ce qui se passe au lycée? Donc, quand je suis arrivé au lycée, mon père, ça veut dire que ça n'allait même plus avec les camarades que j'avais. Donc, avec mon père, on a décidé même de déménager, de partir à Orgerus. Une ville dans le 78. Une ville dans le 78. C'est un village, en campagne. Ce n'était plus la ville, ce n'était plus la ville de Paris. Ça veut dire que les fréquentations que j'avais, c'était des gens totalement différents des personnes que j'avais. D'accord. C'était des gens qui travaillaient à l'école. C'était des gens qui étaient de bonnes familles. Ce n'étaient pas des gens qui traînaient dehors. Et j'étais comme peut-être entouré même de bonnes personnes. Mais Aurélien Mestre était toujours le même qui était à Paris. Quand je suis arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé dans le lycée là? Écoutez, ma consommation d'alcool et de drogue a augmenté. Et c'est quoi la logique? Parce que moi, je pense que si papa a bien voulu te changer d'atmosphère, de lieu, c'est te disant que peut-être que tu étais influencé négativement par tes amis. Donc, l'idée de t'envoyer dans une autre atmosphère, dans un autre lieu où tu peux avoir, je veux dire, un autre entourage, un peu plus sain, plus calme, surtout en campagne. Où on sait que la vie en campagne, c'est plus calme, c'est plus tendre. On se dit que Aurélien va changer. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Sauf que Aurélien n'a pas changé. Aurélien s'est empiré. Je suis arrivé dans un endroit où je ne connaissais pas les gens. Ça veut dire que quand j'étais à Paris, j'avais une mentalité de racketter les petits bourgeois, tout ça. C'est ça? Je détestais les petits bourgeois là. Je les aimais pas. J'étais quelqu'un qui détestait l'État français, détestait la police. Donc quand je suis arrivé dans un endroit où j'ai vu que des bourgeois, franchement, je me suis dit que c'est mon lieu où je vais dépouiller, où je vais faire l'argent. Je n'ai pas vu ça comme un lieu où je vais me reconstruire, mais comme un lieu où je vais augmenter et faire encore plus de mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivé,
j'ai commencé à augmenter mes consommations d'alcool et augmenter mes consommations de drogue. Évidemment, j'ai commencé à faire des business dans la drogue, à vendre du cannabis. Quand j'arrive au lycée, mes premières années de lycée, écoutez, mes années de lycée ont été peut-être même encore plus catastrophiques que mes années de collège. Hein. Ça veut dire que j'arrive au lycée. Je finis la première année. La prof d'anglais a écrit quelque chose, ou une des professeurs a écrit quelque chose dans ma moyenne générale. ABS. Je ne connais pas cet élève. J'étais tous les jours au lycée. Je n'étais jamais dans la salle de cours. Ça veut dire qu'on me voyait tous les jours. Ça veut dire que tout le lycée me connaissait. On m'appelait même DKS. C'était mon surnom quand j'étais encore non-croyant. C'est comme ça que peut-être mes amis mondains, mes amis que j'avais avant me connaissent. On m'appelait DKS. Et ça veut dire, hein, quand j'étais au lycée, j'étais tous les jours là, mais jamais dans la salle d'école. Et j'ai commencé à continuer à frapper les gens des fois pour rien, sans raison. Évidemment, un jour, je rencontre un ami. Cet ami-là s'appelle José. On s'est dit que je vais acheter un revolver factice Viroflay. Moi, je connaissais un pas revolver. Un revolver factice. Mais qu'est-ce que... On voulait braquer une voiture. On voulait faire un carton. Des lycéens. Des lycéens. J'étais pas majeur. Hein. C'était mes premières années de lycée là. Quand je venais d'arriver au lycée. Même pas 16 ans, je pense 15 ans par là. 15 ans par là. Oui, même pas. Je crois pas que j'avais atteint les 16 ans. Peut-être 14 ans, 15 ans, oui. Un pistolet factice. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un enfant de cet âge? J'aimais la délinquance, j'aimais le vol, j'aimais ça. Pour moi, c'était ça la vie. Oui. Pour moi, faire le vol, tout ça, c'était quelque chose de normal. Ça veut dire que même pour rendre service à quelqu'un. Un jour, il y a une fille que j'aimais bien, une amie à moi qui s'appelait Gabrielle. Elle était tombée, je crois qu'elle avait un problème de sucre. Elle commençait à faire un malaise. Je suis rentré à... j'ai volé, je suis parti par la porte de secours du grand... Ça a sonné... Pour aller lui ramener ça. Ça veut dire que même pour rendre service à quelqu'un, il a fallu que je vole. Au lycée, là, je rentrais même dans ce... Je volais les bouteilles d'alcool. 8h du matin, tu me voyais avec une bouteille de Jack Daniel des fois. Avec le cannabis. 10h, la bouteille était finie. Midi, je vais manger au kebab. Je retourne aller acheter la bouteille après. Oui. Quand on me voyait sans alcool ou sans cannabis, certaines personnes me félicitaient. C'est-à-dire qu'on te dit bravo parce que tu n'es pas drogué ou alcoolisé. Hein. Wow. Tu n'as même pas atteint la majorité. Oui, frère. Oui. Donc, voilà ce qui s'est passé. Pour revenir maintenant à l'histoire du revolver. Comme j'ai dit, on voulait voler une voiture à Viroflay. J'avais acheté un revolver factice tout cassé à 50 €. On est parti et on est tombé sur la BAC. La BAC nous a attrapés, nous a ramenés en garde à vue. Pour ceux qui ne savent pas, la BAC, c'est la police, brigade, oui. c'est la brigade anti... Je sais plus quoi là. C'est quoi là? Je crois que c'est bon, je sais plus, je crois que c'est brigade anti-criminelle. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Ou vraiment, je sais plus. En tout cas, c'était la BAC. C'était les baqueux. Quand on les appelle, on dit les baqueux. Donc quand ils m'ont attrapé, ils m'ont ramené maintenant à Viroflay. Quand ils m'ont ramené à Viroflay, pardonnez-moi. On m'a attrapé à Viroflay. On m'a ramené directement au dépôt de Versailles. On a été jugé. On s'est auto-balancé avec mon camarade. C'est-à-dire que lui, il a dit c'était moi, il a dit c'était lui. Mais vous voyez, après ça, la juge a demandé que je sois scolarisé. Parce qu'évidemment, dans le lycée où j'étais, je n'y allais plus. Donc, ça veut dire que l'année qui a suivi, là, on ne m'a même pas inscrit. On m'a dit que tu dois être scolarisé. Et mon père encore a intervenu avec les avocats. Et il m'a payé un internat à Évreux. Ça veut dire que là, cette fois, c'était à Évreux, c'était à Alençon, Bécon, non pas Alençon, c'était à Bécon, les Granites, dans une ville à côté d'Évreux. Wow. Le lycée, je me rappelle, c'était l'internat Bois-Robert. J'étais parti là-bas parce que j'avais eu association de malfaiteurs avec obligation d'être scolarisé. Écoutez, dans l'internat, la vie se passe bien, normalement.
Tout va bien dans cet internat. Je sors avec une fille qui s'appelle Angéline. Un jour, la fille là, je ne sais plus si c'était un viol ou des attouchements sexuels. Mais la fille vient me rapporter qu'elle n'était pas bien parce qu'un tel l'avait touchée, etc. J'ai dit que je laisse une semaine. Quand je rentre chez moi, j'appelle un camarade pour acheter un vrai revolver avec des vraies balles. Cette fois, c'était pas un pistolet factice que je voulais, c'était un pistolet avec des vraies balles. Et j'avais l'argent pour acheter le revolver là. J'avais appelé le camarade pour me ramener le revolver. Un revolver. Oui, un revolver avec des vraies balles. Cette fois, je Avec voulais de vraies prendre balles. avec de vraies balles. Je voulais pas un factice. Simplement parce que la fille avec laquelle tu étais est venue te dire quand elle a été Violée ou touchée dans l'internat. dans l'internat Oui, par un camarade à moi que tu connais. que je connais. Et tu lui as dit, J'ai on dit en que reparle dans une semaine après. voilà, j'ai dit qu'on en reparle. Attends seulement. Je suis rentré chez moi. J'ai voulu acheter le revolver. À cette époque-là, c'était durant le premier attentat Charlie Hebdo D'accord. qu'il y a eu à Paris. Mhm. Le gars qui voulait me livrer ça, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que l'arme n'est jamais arrivée. Il ne m'a même pas livré l'arme. Ok. Donc, j'aurais pu me dire que, ok, j'y vais avec mes poings. Non, j'ai pris un couteau comme ça. Et mis dans ma valise, je suis parti à l'internat. J'ai pris 2 couteaux. J'ai commencé à prendre le premier couteau que j'avais pris, c'était un couteau de boucher là. Mhm. Un gros couteau de cuisine qu'on voit dans Top Chef pour couper les grosses steaks hachés. Et j'ai pris un petit couteau pour couper les petits couteaux noirs. Donc tu avais 2 couteaux. 2 couteaux. J'ai pris les 2 couteaux, j'ai mis ça dans ma valise, je suis parti à l'internat. Quand j'arrive à la cour de récréation, le gars vient me saluer. Quand il se retourne, je prends le couteau, je le plante à la jambe. 2 coups de couteau derrière la cuisse. Dans l'internat à la cour de récréation. Oui, frère. Dans l'internat à la cour de récréation, quand il s'est retourné, j'ai pris juste le couteau, je lui ai mis ça dans les cuisses. Évidemment, les gendarmes sont venus me chercher en plein coup. Ça veut dire que pour moi, là, ce que j'avais fait, j'étais comme une star. Pour moi, j'avais fait un acte grandiose. J'étais encore content de ce que j'avais fait. On vient me chercher dans l'internat. On me dit que garde à vue, on m'envoie au dépôt. La juge me donne une sanction de 5 ans. Je crois que c'était à l'époque 5 ans de mise à l'épreuve avec 2 ans de sursis. Ça veut dire que, ou 1 an de sursis, je crois. Ça veut dire que si je recommençais dans les 5 ans, j'allais prendre 1 an de prison ferme. Wow. Quand je suis sorti de l'internat, moi, j'ai continué ma vie. L'acte que j'avais fait, j'étais encore content de ce que j'avais fait. Dès que je suis sorti, j'ai appelé mon copain là. J'ai dit que regarde ce que je lui ai fait. Je lui ai fait ça. Hey, il a souffert. Hey, je lui ai fait un truc de ouf. J'étais content de ce que j'avais fait. Ça veut dire que j'étais même pas conscient de la bêtise monumentale que j'avais faite. Et de la chance inouïe que j'ai eue de ne pas aller en prison. Parce que, écoutez, j'étais dans l'internat à cause de la condamnation que j'avais eue à Viroflay, là, pour l'histoire de la voiture qu'on a voulu voler. J'avais eu une interdiction de porter les armes. Je vais dans l'internat, j'utilise l'arme pour faire du mal à quelqu'un. Normalement, j'aurais dû aller à Porcheville. C'est où à Porcheville? C'est quoi? La prison pour mineurs. Pour mineurs, ok. Porcheville, ou je crois que c'est Porcheville, la prison qui s'appelle comme ça. Et j'aurais dû aller là-bas, en fait. Mais je ne suis pas allé. Quand je suis sorti maintenant de cet internat, j'ai continué ma vie, etc. Avec mon père, on a déménagé. Évidemment, mon père était encore là au tribunal. Payer les avocats. On a payé un bon avocat, spécialiste dedans. Et ça a beaucoup joué. Quand je suis parti, évidemment, on a déménagé et j'ai retrouvé encore une autre école. Parce que là, j'étais encore déscolarisé. Pas vous dire que le lycée, là, bref, j'étais en première, on m'a mis en terminale, on m'a remis en première, on m'a mis en seconde, on m'a changé d'établissement. Ça a été vraiment totalement catastrophique. Mon père m'envoie même un moment dans un internat qui s'appelle Alençon. Okay. C'était un internat de bons élèves, bonne éducation. Ou des élèves qui sont là, qui travaillent. Moi, je ne me plaisais pas là-bas. Je ne supportais pas cet internat.
Mais c'est normal parce que ce n'est pas ton... Ce n'était pas mon milieu. C'était pas ton milieu. Mais c'était cet internat qui aurait pu me donner un avenir professionnel brillant. Mm. Avec cette bonne école que mon père avait payée. Mais la suite reste à venir. J'arrive maintenant à 50 ans en Yvelines. Mm. J'arrive dans, quand ça s'appelle le quartier des Prés à Montigny, le Bretonneux. J'arrive au lycée hôtellerie. Mm. Donc au lycée hôtellerie, quand j'arrive dans cette nouvelle ville, je retrouve les camarades un peu comme j'avais à Paris. Des gens qui boivent, des gens qui se bagarrent, qui vont en garde à vue, etc. Je me suis entouré encore de ce genre de personnes-là. Et j'ai recommencé à faire n'importe quoi. Je recommence à me battre, à me bagarrer et à frapper les gens des fois pour rien du tout. J'arrive dans cette école. Lycée, c'était le lycée hôtellerie-restauration à Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Donc Guyancourt, Montigny, c'était à Saint-Quentin en Yvelines, là, dans le Grand Parc. Le lycée qui se trouve dans le Grand Parc là-bas. Quand j'arrive, j'ai même pas fait peut-être 3 ou 2 semaines là-bas. Quand j'arrive dans le lycée, un élève, il vient en cours, je sais pas pourquoi, il se lève, il met une chiquette derrière la tête, il me traite de crâne d'œuf. J'avais coupé les cheveux à cette époque. Quand je me suis sorti du cours, je l'ai attrapé, je l'ai frappé devant la CPE. On a voulu me virer. C'est rentré dans les conflits. Pendant plusieurs mois, je suis resté déscolarisé. Et j'ai recommencé cette vie de délinquance. J'ai recommencé à me battre, à aller voir les problèmes, etc. En fait, rebelote. On revient encore plus violent qu'après. Violent qu'après. Oui. Violence après violence. Violence. Ça ne finit pas, c'est interminable à la limite. Interminable, ça veut dire que j'étais totalement dans la boucle. Et tout ça, en fait, je veux qu'on image un peu tout ça. Parce que peut-être que ça paraît, pour quelqu'un, ça paraît une longue vie. Mais on est encore au lycée. Et tout ça connaissant la Bible. Hein. Tout ça dans mon cœur, ça veut dire que tout ça là, en disant aux gens que non, la Bible a dit dans Lévitique chapitre 11, tu ne mangeras pas de porc. En disant ça avec des bouteilles d'alcool à la main, totalement bourré. Waouh. Parce que tu vois, c'est surprenant. C'est surprenant que quelqu'un puisse connaître les choses de Dieu, connaître la Bible, aller à l'église, mais vivre ce genre de choses. Donc, beaucoup de personnes peuvent aller à l'église, aimer Dieu, mais vivre ce genre de choses. Exactement. Aujourd'hui, c'est ton témoignage, tu vois. Et attention, parce que l'église adventiste, j'ai arrêté d'aller à l'église très jeune. Très jeune. Ça veut dire que c'était même au début collège, je n'allais plus à l'église. Mais j'avais quand même cette connaissance de Dieu. C'est ça. Minime. C'est ça. Très minime, mais il y avait quand même cette exactement connaissance. ce que je voulais dire, oui. Et donc, quand j'ai continué en fait, dans ma vie, dans cette vie-là. Évidemment, la fille de l'internat, on ne s'est plus vu. Donc, je l'ai traitée comme une prostituée, même d'ailleurs, parce qu'elle est partie coucher avec quelqu'un d'autre. Du coup, moi, je l'ai traitée comme une prostituée, au sens propre. J'ai continué ma vie à 50 ans en Yvelines. Et au bout d'un moment, j'étais sorti avec une fille qui s'appelait... Firdaous. C'était une musulmane. Quand j'étais sorti avec elle, elle a eu un impact dans ma vie. Ça veut dire que j'ai commencé à changer. J'ai commencé à arrêter le trafic de drogue. Le trafic. J'avais arrêté de fumer et de boire. De fumer le cannabis. Je continuais à boire l'alcool. Je continuais des fois à fumer la cigarette. Mais le cannabis, que j'avais arrêté. Et j'ai commencé à trouver un métier avec les enfants où j'étais épanoui. J'ai commencé à être animateur avec les enfants. Wow. Évidemment, quand j'étais animateur, je n'étais pas la même personne que j'étais dehors. J'avais un comportement avec les enfants qui était correct. J'étais amoureux, j'étais attentif, j'étais le genre de personne qui on voyait même en autre Aurélien. Je n'étais plus le même décaïs qui faisait n'importe quoi dehors. C'est ça. Et quand j'ai commencé à sortir avec cette fille, un jour j'ai fait un rêve. Je m'assois comme ça dans mon lit. Dans mon rêve, j'étais assis dans un salon de coiffure. Et il y avait quelqu'un qui faisait de la sorcellerie sur ma tête. Ça veut dire que le gars avait un livre de magie et il commençait à faire des incantations dans mon rêve.
Dans mon rêve, j'ai vu que j'avais des trous dans le crâne où il y avait du sang qui coulait. Quand je suis sorti de là, j'ai demandé de l'aide, dans le rêve encore. Hein. Et une dame voilée est venue à poser sa main sur mon front. Et j'ai vu en reflet la main de Fatima, Ok. qui est dans la religion islamique, je crois la sœur ou la femme, je ne sais plus, du prophète Mohammed ou je sais plus. Ok. À partir de ce moment-là, je me suis converti à la religion musulmane. Waouh. Je sortais avec la fille dans les moralités sexuelles, mais j'étais converti à la religion musulmane. Waouh. Alors que, et oui, on peut dire que ça a eu un effet positif parce que ma vie avait réellement commencé à changer. A changé. J'avais commencé à trouver un travail. Je ne me bagarrais plus. J'avais arrêté mes... Mais quand j'avais fini de faire mes 5 prières, j'étais en colère contre mon père. J'insultais mon père même. Un élément très important. En fait, je suis en train de comprendre au travers de ton témoignage que la religion musulmane est une bonne religion. Mhm. Mais est-ce qu'elle t'a permis d'éradiquer la racine de tes maux? Cette La religion... rancœur, Écoute, cette haine. tu vas comprendre ce qui a fait que je me suis calmé. Vas-y. Pas la religion musulmane. Ok. Ça n'a Vas-y. rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est même pas ça. Ok. C'est la fille avec qui j'étais qui a fait que je me suis La calmé. fille. Ok. Parce que L'influence. avec la fille que j'étais là, j'étais amoureux d'elle. Hmm. Et j'étais terriblement amoureux d'elle. Quand elle a failli me quitter, j'étais même tombé en dépression. Ouh. J'avais commencé à déprimer. Et parce que j'avais vraiment développé un amour pour elle. Et toutes les conneries que j'ai arrêtées là, c'est parce que c'est elle qui m'a demandé. D'accord. Tout ça là, c'est parce que c'est elle qui m'a demandé. Ce n'est pas la religion. Ok. Je me suis intéressé à la religion musulmane parce que de Parce côté, qu'elle elle était- aussi, elle elle était un aussi, peu elle était musulmane. Oui, Ok. il y a eu ça aussi. Mais le rêve là a fait que je devienne musulman. Ok. 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 Et le rêve là, ce rêve là. Hmm. Donc, quand j'étais avec elle, ça allait bien. Mais j'étais quand même malheureux dans la relation. Parce qu'elle était assez possessive. Tu regardes comme ça dans la rue, là, la fille te dit que non, tu as regardé la fille là-bas. Pourquoi tu la regardes? Tu regardes les yeux en partie, dis que tu regardes les fesses de elle. Donc ça commençait un peu à devenir toxique et ça me mettait malheureux en fait. Et dans la relation, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré énormément. Au point où le jour où elle est partie, je n'ai pas pleuré, c'est elle qui a pleuré. Parce que j'avais tellement pleuré avant que quand elle est partie, ça me faisait plus rien. Donc quand elle est partie, écoutez, le jour où elle est partie, j'ai recommencé toutes mes conneries. Donc, effectivement, c'était pas la religion. C'était Ça elle, veut dire l'influence et j'ai- l'amour que tu avais pour elle. Oui, j'ai tout recommencé. C'est ça. Recommencer les camarades que je ne voyais plus. Recommencer à fumer la drogue. Recommencer à me bagarrer. Et puis un jour, j'arrive devant un autre lycée. J'arrive devant le lycée, un camarade me regarde mal. Me regarde mal comme ça. Il regarde. J'arrive, je lui dis, pourquoi tu me regardes mal? Je lui mets une gifle. Le gars n'avait rien fait. Il était 8h du matin, j'étais alcoolisé devant son lycée. C'est-à-dire que je lui mets une gifle. Le gars, forcément, il se défend. Il me prend, il me jette au sol. Sauf que j'avais un brise-vitre sur moi. J'ai pris le brise-vitre, je lui ai cassé le brise-vitre dans la tête. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un brise-vitre. Ce sont les brise-vitres qu'on prend dans les bus là, pour casser les vitres, les carreaux, avec les mines de diamants. C'est ça que j'ai pris, j'ai cassé ça sur sa tête. Il est tombé par terre. Il est parti à l'hôpital. J'ai même failli le tuer ce jour-là. Donc écoute, quand j'ai fait ça, évidemment la gendarmerie vient m'attraper. On me ramène au poste. J'arrive devant la juge. La juge me dit, monsieur Mestri, vous êtes en récidive. L'histoire de l'internat là, les 5 ans, n'était pas fini. J'étais toujours en sursis. La juge me regarde, 1 an de prison ferme, cash. Elle me dit que monsieur Mestri, vous allez faire 1 an de prison ferme. La juge des applications des peines, vous allez passer par la juge des applications des peines. Pour voir si on allège, etc. J'ai fait appel. Ça veut dire que j'ai fait appel. Comme j'ai fait appel, je ne suis pas allé en prison. Ok. Quand j'ai fait appel maintenant,
Ça veut dire que l'appel, là, ça a été comme un peu... Je pars à l'appel. Le procureur m'a allumé. M'a dit que, mais vous demandez à l'appel pourquoi? Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes un dangereux. Il faut alourdir la peine. Et c'était normal. Et c'était normal. C'était totalement normal. La Même moi, loi, quand c'est j'étais normal. devant le procureur, j'ai même bégayé parce que je savais même pas quoi faire pour quoi dire pour me défendre. Normalement, j'aurais dû aller en prison. Mhm. C'était la route normale. Ça veut dire que il y en a qui sont même partis en prison. Ils ont fait même moins que ça. Mm. Moi, non seulement j'ai pris un brise-vite, je lui ai tapé le brise-vite dans la tête, Mhm. devant son lycée. Mm. Mineur. Il avait 17 ans, j'en avais peut-être 24 déjà. Mm. J'étais en récidive pour les mêmes actes. Parce que c'était récidive à cause du coup de couteau. Mhm. J'ai fait les mêmes, c'est-à-dire qu'aux yeux de la justice, c'est la récidive dans les mêmes actes. Ouais. C'est voilà pourquoi j'ai 1 an de prison ferme. Mm. Le procureur dit pareil quand j'arrive à la cour d'appel. À partir de ce moment-là, on attend la réponse. Quand on attend la réponse, la relation avec mon père n'allait plus. Ça veut dire que ça n'allait plus. J'étais quelqu'un, comme je vous ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit dans le témoignage, mais comme j'ai insulté et frappé ma mère, j'ai commencé à insulter mon père également, Mm. violemment, devant mes camarades. Manquer de règles. C'est-à-dire que la rébellion dans ma vie, c'était quand on me dit A, je fais B. Ça veut dire que personne n'a pu me quadriller, ni que ce soit mon père, ma mère, les justices, tous les éducateurs que j'ai eus. Personne n'a réussi à me mettre dans le droit chemin. Depuis Wow. plus de 20 ans. Depuis que je suis enfant, en fait. Oui, depuis toute totalement. ma... Depuis, enfin, peut-être pas 20 ans, mais depuis que j'étais À l'école à primaire. l'école primaire Mhm. jusqu'à... Sorti de l'école. Oui, Je veux dire, oui, j'étais déjà déscolarisé lycée. au lycée. Oui, le lycée, j'ai eu peut-être... au bac, on m'a renvoyé même de la salle du bac. Personne n'a réussi à me quadriller. Mm. Mon père, j'ai commencé à l'insulter. Je l'insultais devant mes amis. Je le manquais de respect. Je sais qu'il n'aimait pas fumer. Je fumais la drogue dans sa voiture, à côté de lui. Je lui mettais même des fois la pression pour qu'il m'achète des paquets de cigarettes. Oui, frère. Mm. Parfois, j'ai même volé son argent. Mm. Volé l'argent de ma mère. C'est bien beau tout J'ai ça. même... Tu vois. C'est bien beau tout ça. C'est ta vie, c'est ton histoire. Mhm. Je veux dire, c'est une part de toi. Mhm. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça non plus dans ta vie. Non, non, il n'y a pas eu que ça. Maintenant, je veux dire, comment arrive le changement? Le changement. Comment arrive, c'est-à-dire la transformation? Comment est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tout ce que tu racontes, tu ne l'es plus, rassure-moi. Non, évidemment que non. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement? Comment ça se passe? C'est là qu'on arrive. Le changement se passe le jour où il y a eu l'appel, là. Quand je vous ai raconté qu'il y avait eu l'appel. D'accord. Après oui. ça, Mhm. il fallait que je trouve quelque chose, sinon c'était la prison. Mm. J'ai commencé par l'aide de mon père, encore une fois, après tout ce que je lui ai fait. Mhm. On a trouvé une alternance à Renault. J'ai commencé à faire une alternance en mécanique automobile. Ok. L'école de la deuxième chance de Trappes m'a beaucoup aidé. Donc, petite parenthèse, si tu as des difficultés, l'école de la deuxième chance de Trappes est une très bonne école. Donc, cette école-là, l'école de la deuxième chance, m'a aidé à trouver une alternance. J'ai commencé à trouver l'alternance. Et c'est sûr que là, j'étais vraiment calmé parce que je savais que c'était la prison qui allait tomber. Donc là, c'est vrai que j'étais vraiment calmé. Mm. J'ai commencé à trouver cette alternance et j'ai commencé à faire mon alternance. Et puis un jour, j'avais déménagé à Vélizy. Ok. Un jour, je suis dans ma chambre à Vélizy. J'étais sorti avec une autre fille, évidemment. Donc elle était avec moi. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails avec elle. C'était une copine comme j'en ai eu plein d'autres. Mais quand je suis sorti avec elle, j'étais assis comme ça, dans ma chambre. Un jour, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte.